comme Philippe l'a dit, la présentation d'aujourd'hui sera essentiellement faite par François et moi. Et elle fait suite à la présentation de la dernière fois, donc qui concernait la mise en œuvre, comment mettre en œuvre facilement la 62304 avec Jira et Confluence. Donc, comme vous pouvez voir, hein, c'est exactement le même plan que la semaine dernière. La seule différence que l'approche sera, la grande différence sera au niveau de l'approche. Donc concrètement, aujourd'hui, dans l'introduction, on passera un peu sur la présentation d'ADN, voilà, et les premiers arguments, donc la gestion des exigences, les tests, l'intégration et la maintenance ont été abordés à l'épisode précédent. Aujourd'hui, nous allons essentiellement nous concentrer sur la gestion des risques, la maîtrise des modifications, la gestion et puis la gestion des problèmes. Puis, on vous présentera aussi notre offre de service, donc qui s'articule autour des trois piliers, conseil, intégration et formation. Donc, ADN, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, mais bon, j'en doute un peu, nous sommes une entreprise qui aujourd'hui a pratiquement une trentaine d'années, donc présent sur deux sites essentiellement Paris et Lyon. Nous sommes repartis en 4 pôles, principalement la qualité, l'agilité, l'ingénierie des systèmes dont François et moi faisons partie et la sérialisation. Donc nous sommes une entreprise de conseil digital et nous essayons, nous allions donc réglementaire et méthodes réglementaires et techniques, voilà. La présentation d'aujourd'hui va s'appuyer essentiellement, en termes d'outillage, va s'appuyer essentiellement sur les éléments de la suite Altation, donc sur l'écosystème Altation, et on parlera principalement de Jira, de Confluence, de Komala, en fait des éléments standards de la suite Altation et des plugins qui vont avec. L'idée étant finalement d'arriver à en faire un environnement collaboratif qui permettrait donc un partage d'informations, voilà, un partage de données de conception, ce qui faciliterait le pilotage et l'analyse de ces données-là pour vos projets, pour la gestion de vos projets et pour la mise en place. Ouais, donc via l'intégration, donc on aura quelques exemples de l'intégration native entre ces outils et puis de l'utilisation judicieuse des bons plugins pour obtenir l'ensemble des fonctionnalités nécessaires. Tout à fait, François. Non. Pour commencer par la gestion de risque, on va s'articuler essentiellement autour de 2 points, 2 paragraphes. Donc l'analyse et puis l'aspect vérification. Donc le premier élément que nous avons retenu, le premier élément de la norme que nous avons retenu ici, c'est celui concernant l'identification d'éléments logiciels susceptibles de contribuer aux situations dangereuses. Et on va s'appuyer, en termes d'outillage, on va s'appuyer essentiellement sur Jira, Confluence, Risk Manager, mais aussi en autre élément, donc dont vous voyez l'icône ici, qui est Drawio, qui permettra notamment de définir l'architecture, de modéliser l'architecture. Donc les autres permettront de créer les risques, de les matérialiser, d'afficher, donc de les créer sous forme d'objets et de créer l'architecture. Donc le bénéfice pour vous ici étant de vous affranchir des fichiers Excel grâce notamment à l'utilisation de l'écosystème et de ses plugins, donc Jira Confluence et les plugins. Donc déjà on peut apercevoir l'introduction de la dimension collaborative. Donc on pourra de fait créer les éléments de type risque et les évaluer, donc créer les risques qui sont notamment responsables de la génération de situations dangereuses. Et ce sont des informations qui vont être donc partagées par toutes les parties prenantes. Il est important de noter ici que les risques créés vont être des objets Jira et tous les objets Jira de manière générale sont navigables, donc ce qui facilitera l'analyse d'impact. Et derrière, on pourra automatiser la génération de documents. Donc,
Ici, on a justement parlé tout à l'heure de la modélisation de l'architecture, hein. Donc on définit l'architecture finalement avant d'effectuer l'analyse de risque sur les éléments. Donc on définit les éléments. Sinon, ici c'est une architecture, on va dire un peu plus spécifique, qui est plus adaptée au cadre de la 62304, puisque c'est l'architecture de la partie logicielle. On voit effectivement que nous avons divisé, on a une partie, on va dire, on a défini une partie embarquée, une partie non embarquée, donc les éléments logiciels ainsi que les unités logicielles qui sont à un niveau un peu plus bas. Par la suite, en fait, l'un des éléments importants ici, c'est que euh, on, la méthodologie que nous avons utilisée nous a permis justement de transposer l'architecture en forme d'objet Jira. Donc ici, typiquement, on a un objet qui décrit l'architecture telle qu'elle a été définie tout à l'heure. Vous vous rappelez, on avait vu qu'on avait embedded et puis not embedded. Et là, on a l'élément qui s'y raccroche, ce qui permet puisqu'on arrive à matérialiser finalement l'architecture sous forme d'objet, ça permet donc de créer nativement des liens entre l'objet de type architecture et l'objet de type risque. Donc ici, dans l'encadré en rouge, on peut voir justement que l'architecture, l'élément d'architecture, pardon, a été rattaché au risque. Et surtout, quand on arrive dans l'encadré ici en jaune, on arrive donc à non seulement à typer l'élément, mais à lui attribuer une classe. Donc, ce qui permet de faciliter, qui a le mérite de faciliter les analyses, l'analyse de risque et qui répond notamment à la norme. D'un autre côté, les objets dans Jira étant navigables, on arrive non seulement à visualiser le risque depuis l'élément logiciel, mais on peut aussi, la réciproque elle est vraie, donc on peut, et c'est ce que montre la vue ici, on arrive à visualiser l'élément logiciel, l'élément d'architecture depuis l'élément de type risque. Puisqu'on avait utilisé les champs personnalisés, on a la possibilité, donc la puissance de l'outil aussi, c'est de pouvoir mettre en place des vues graphiques, comme le pie chart ici, qui représente finalement la répartition des éléments de type risque en fonction, du moins, l'allocation des risques à l'architecture, ou en l'occurrence ici aux unités logicielles. Il est en outre demandé, en cas d'utilisation de SOAP, la norme préconise de lister, voilà, la norme préconise de lister les problèmes, les anomalies reconnues par le fabricant, ou en tout cas les anomalies reconnues de la SOAP, et qui peuvent être générateurs non-provenance. Oui, un software of non-provenance, oui, et qui peuvent contribuer justement qui peuvent générer des situations dangereuses. Ici, on s'appuie pratiquement sur les mêmes éléments que cités tout à l'heure, hein, en termes d'outillage. Donc, on s'appuie sur Jira, sur Confluence, et puis notre fameux plugin, voilà, Risk Manager. Donc ici, la page Confluence, en fait, elle a une dimension, effectivement, comme valeur ajoutée, elle a une dimension collaborative. Elle permettra notamment de lister toutes les anomalies de recenser les anomalies qui ont été listées par le fabricant. On peut donc exploiter, vu qu'on a des pages Confluence et des objets Jira, on peut exploiter le lien natif qui existe entre les deux entités, donc lier directement l'élément d'architecture en tout cas lier la page Confluence qui contient le problème au risque qui lui est associé. On a bien sûr la possibilité de visualiser ces risques-là, soit dans Jira ou dans Confluence. Ici, on a une vue Confluence un peu qui synthétise ce que je viens de vous dire. Notamment, on a la page Confluence, hein, qui est structurée, qui présente tout notre dossier de conception. Et là, on a justement dans la partie soupe, on a la liste des anomalies ou petite description du tableau. En fait, on a on a l'intitulé de l'anomalie, on a la description. Et puis, ce que nous avons fait ici, c'est rajouter des colonnes qui permettent justement d'évaluer, de dire si
cette anomalie, elle génère ou pas un risque, et en fonction de la réponse, on effectuera donc l'analyse, et ce qui a été fait ici, on créera le risque qui sera associé à, pardon, on créera le risque qui sera donc associé au problème soupe identifié. Donc on peut notamment voir ici que chaque fois qu'on a dit qu'il y avait un risque associé, on a effectivement associé. Donc, comme je l'ai dit, il existe nativement un lien entre la page Confluence et les objets Jira. Et ici, on exploite notamment ce lien-là, qui est matérialisé dans l'encadré en vert, du moins pour visualiser justement le lien entre le risque, ou les éléments en tout cas, entre l'objet Jira et la page, ici notamment, hein, c'est l'élément d'architecture et la description du SOUP qui est rattaché. On arrive donc finalement aussi à avoir une vue graphique qui nous montre les éléments, qui liste les éléments logiciels ainsi que les risques associés, un peu comme à l'image de ce qu'on a montré précédemment aussi. Non. Toujours dans le processus de gestion de risque, il est demandé de définir des mesures de maîtrise de risque. Et ici, l'élément sur lequel on s'appuie essentiellement sera donc pour le coup Risk Manager, mais toujours dans l'écosystème Altation, donc, qui est principalement supporté par Jira et Confluence. L'avantage ici étant que avec le bon outillage, donc on arrive finalement à faciliter voilà la prise en main de l'outil par l'utilisateur. Donc l'utilisateur est principalement guidé pour la mise en place du processus de gestion de risque grâce non seulement au champ personnalisé, mais grâce effectivement au workflow. Et on y introduit aussi une dimension, voilà, étant des objets Jira, il existe nativement en audit trail, donc il existe un historique pour l'élément, et on peut lui associer une signature électronique. Donc, et compte tenu des contextes, on va dire, actuels avec la dématérialisation, le télétravail, je pense que c'est plutôt un élément à forte valeur ajoutée, surtout en phase de revue, et puis pour ce qui concerne les approbations. Donc, dans l'image ici, la première image à gauche, on peut notamment voir le modèle, donc le template sur lequel on se base pour effectuer une analyse de risque. On voit donc que l'utilisateur a plusieurs possibilités, il a plusieurs choix. Notamment ici, nous avons choisi d'utiliser un template, voilà, qui est conforme, voilà, à la 14971. Donc, sinon, on a toujours la possibilité de faire une analyse de risque basée sur un template personnalisé en choisissant la bonne option. Une fois que cela est fait, la matrice de risque est définie et on peut donc créer, comme vous verrez ici sur l'image plus à droite, on peut donc créer les éléments de type risque, puis les rattacher à, puisqu'on parlait de mitigation, justement d'évaluation, on les attacher par exemple aux exigences qui atténuent le risque qui a été identifié. Donc c'est pourquoi ici nous parlons de possibilité de mettre en forme, de création d'attributs sous forme de champs personnalisés, l'utilisation de modèles, et tout cela en s'appuyant sur le fil de discussion. Comme vous pouvez voir ici, on facilite la revue notamment à travers l'utilisation des workflows et le fil de discussion. Le travail sur l'évaluation des risques, c'est toujours un travail qui peut parfois être long et qui nécessite beaucoup d'intervention. Donc, d'avoir tous ces fils de discussion, ça permet d'avoir naturellement tout l'historique qui a mené à ce qu'on évalue un risque de telle ou telle façon. Donc, on n'a pas des informations disséminées dans des mails, des comptes de réunion. On a possibilité de tout centraliser, et c'est un bénéfice aussi dans la durée. Ouais. C'est un bénéfice qui est accessible très facilement, c'est ça qui est important. C'est que quand vous avez l'utilisateur Jira, une fois qu'ils sont formés à Jira et à Confluence, là vous déverrouillez une dimension collaborative grâce à tous ces plugins. Tout à fait. Donc, pour faire suite,
à la gestion de risque, hein. Donc, toujours pour ce qui concerne du coup la mise en œuvre, du moins la mise en œuvre. Ici, on propose justement de faciliter la revue de couverture et des mesures d'atténuation et surtout étant toujours des objets Jira, comme on l'a dit tout à l'heure, on a toujours la possibilité, on a cette facilité-là au moins, d'avoir une traçabilité du moins, entre risque, exigence, test et voire même éventuellement des anomalies qui seraient associées après les tests. Donc ici on a une image du point de vue d'une exigence logicielle, au niveau exigence logicielle, hein. Donc au niveau de l'exigence logicielle, on se rend compte que l'analyse d'impact, par exemple, est grandement facilitée puisque on arrive à voir, depuis l'exigence logicielle, on arrive à voir le risque qui lui est associé, le test qui est associé, et donc, donc on arrive facilement à naviguer entre les différents objets. Sinon, on a justement la vue. Donc François a parlé tout à l'heure. Donc la vue une vue tabulaire finalement, qui se rapproche plus ou moins de la vue Excel que certains connaissent habituellement. Donc on a ici notamment. En Excel pour ceux qui tiennent vraiment. Oui, tout à fait. C'est important en termes de transition d'être capable de. Voilà. Bien sûr. Oui, ça facilite toujours la conduite du changement. Donc on a justement dans la vue tabulaire justement ici, on arrive à voir quels sont les risques qui ont été créés, quelles sont les informations qui ont été renseignées, et surtout ce qu'on essaie de mettre en avant ici, c'est qu'on arrive d'un seul coup justement à voir quels sont les éléments d'atténuation qui ont été créés pour répondre à ces risques-là, ainsi que l'évaluation ainsi que la valeur, on va dire, du risque, l'évaluation du risque qui en a été. Et cette colonne, donc Mitigation Link, elle est automatiquement mise à jour à mesure qu'on va créer des exigences qui viendront prendre en compte les mesures d'atténuation. On n'a pas un double travail à faire, c'est mis à jour automatiquement. Tout à fait, François. Donc, la suite logique, justement, en phase de vérification de ces mesures-là, et pour ce qui est aussi de la traçabilité, donc l'environnement collaboratif qu'on est en train de vous présenter jusqu'ici, du fait de pouvoir associer les objets, permet aussi d'effectuer des vérifications qu'on a montré à l'image précédente, et puis d'avoir une traçabilité finalement, comme François l'a dit, qui est induite entre les risques et les mesures d'atténuation. Donc cela est mis à jour automatiquement. Cette vue tabulaire-là, elle est mise à jour automatiquement au fur et à mesure que l'on complète des informations, voilà, que l'on travaille. Donc, en fin de compte, pour ce qui est de l'aspect traçabilité, puis du second aspect plutôt vérification, la vue tabulaire, elle ressemblerait plutôt donc à ceci. Je rappelle que ces informations, elles sont complétées, elles sont mises à jour aussi automatiquement. Donc, on a donc, pareil que tout à l'heure, on a on a les risques et on a la traçabilité on a traçabilité entre le risque, l'élément de mitigation dans l'élément d'atténuation, ainsi que les tests associés. Donc la différence principalement entre, on va dire, la colonne traçabilité et la colonne mitigation link, justement, c'est que en termes de traçabilité, on arrive à aller à un niveau de profondeur un peu plus poussé. Donc on arrive à visualiser, voilà, les cas de tests et les exécutions associées à l'élément de mitigation qui a été créé. Et la phase de vérification, justement, elle permet de vérifier, on va dire, la complétude de l'exécution du test. Ici, on a une petite vidéo, justement, qui récapitule tout ce qui vient de vous être présenté, finalement, dans la partie analyse de risque. Donc, on a l'utilisateur qui présente
on va dire, l'élément de configuration de la gestion de risque dans la matrice de risque, pardon. Et puis la vue tabulaire, la fameuse vue tabulaire dont on a parlé tout à l'heure. Ce qu'il faut noter, c'est qu'à l'intérieur, on a une grande marge de manœuvre. Donc on a les champs personnalisés, on a les éléments de traçabilité dont je vous ai montré, tout à l'heure, et surtout on a des champs de calcul de risque qui sont, mais le calcul il est fait manuellement. Donc ici notamment au niveau de la mitigation, renseigner une information, en tout cas rattacher le risque et l'élément de mitigation, une activité plutôt, c'est facilité. Et en tout cas rattacher les objets entre eux finalement dans Jira, ça se fait plutôt nativement. Et la matrice prévoit justement de faire toutes les analyses qui sont demandées. Donc après mitigation, on réévalue le risque et cela est systématique. Et ce qu'il faut noter, c'est que tous les éléments, tous les objets Jira qui apparaissent dans cette vue tabulaire-ci contiennent des hyperliens dont ils sont navigables tout le temps dans les deux sens. On peut passer de la vue tabulaire à l'objet associé. Bon, c'est tout pour ce qui est de la gestion de risque. L'identification des versions et la maîtrise des modifications, passer d'une version à une version N+1. Donc on peut passer au slide suivant. Donc dans la norme, donc il est demandé donc déjà un peu comme pour les autres activités d'avoir des plans et là donc la réponse elle peut être la même que pour le plan de développement logiciel en général. Donc les pages Confluence qui constituent un espace collaboratif qui peut être collaboratif et qui peut être constitué de pages créées à partir de templates. C'est une réponse qui est vraiment très très efficace pour ces activités. Et puis donc on a notamment là on a pris l'exemple des logiciels souples. On va nous demander de renseigner certaines informations précises. Donc là, la notion de template pour guider les utilisateurs, finalement, ça va être aussi une bonne manière. Donc là, on a mentionné aussi comme réponse, donc il y a, outre les fonctionnalités de base là, de Jira et de Confluence, avec un peu de configuration, notamment pour les templates. Donc on apporte notre plugin ADM dont il a été question dans d'autres webinaires que vous pourrez trouver sur notre chaîne, de Document Manager pour Confluence. Donc il permet de transformer Confluence en une GED, donc ça va permettre aussi de gérer vos versions publiées en modification là, de ces différentes pages, donc ces différents plans notamment. Et puis donc là, si on l'abordera pas en détail, donc il existe pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, même si c'est pas explicitement demandé par la norme, donc le plugin Insight, donc un plugin Jira qui permet d'apporter des fonctions de type CMDB à votre donc dans le même environnement, donc la gestion de vos éléments d'architecture en l'occurrence. Non mais continuons parce que là il est déjà 30 donc. Voilà. Donc un petit exemple pour illustrer ce que je disais précédemment avec donc on avait déjà un petit peu vu le tableau là pour les anomalies connues. Mais aussi donc on va pouvoir avoir donc, un template qui nous permet de renseigner les différentes informations pour un SOUP, Software Fund Provenance. Voilà. Pour aller donc plus loin sur la maîtrise des modifications, donc ce que nous demande la norme, c'est qu'il y a un certain contrôle, donc une approbation quand il y a une demande de modification qu'on ne sait pas dessus sans l'avoir approuvé. Là, le fait, même plus largement, même avant l'approbation, le fait qu'on puisse vouloir qu'il y ait une analyse d'impact, qu'il y ait un certain nombre d'activités qui soient menées par différents acteurs, donc une activité qui est hautement collaborative. Donc là, on va
pouvoir tirer parti des fonctionnalités de la plateforme, notamment les workflows personnalisables. Et puis donc ces notions de configuration, donc il y a notamment donc la notion de release qui existe nativement dans Jira, va nous permettre donc de pouvoir identifier clairement qu'est-ce qui, à la fois en termes d'activité, qu'est-ce qui a été fait dans une release donnée, en termes voilà, des pics, de story, de tâches, et puis quels sont les éléments, exigences, risques et tests donc, qui ont été créés, modifiés pour cette release. Voilà, c'est l'exemple qui est là. Un petit vue là qui permet de matérialiser ce que c'est qu'une release, donc avec l'accès assez très facile au contenu d'une release, hein, à la fois être constitué donc d'éléments de type activité, donc des tâches, des stories, mais aussi donc des reels, des tests. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très simple, très facile à mettre en œuvre, hein. Mais on constate que c'est pas systématiquement fait, quoi. Voilà, donc c'est pas la réponse totale, mais c'est une réponse simple qui est un premier élément sur. Voilà. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont très bien prévues dans Jira et Confluence, mais dont on n'a pas toujours connaissance. Donc l'autre aspect qui va permettre de pouvoir répondre efficacement au contrôle des modifications, c'est l'intégration qui existe nativement entre donc, Jira. L'environnement va définir les activités, les tâches qu'on a menées pour prendre en compte une modification. Bitbucket dans l'environnement de source contrôle. Et puis JSM pour la partie ITSM. Donc qu'on va voir précisément dans les slides suivants. Donc là, déjà sur la partie la partie développement de code, donc on va pouvoir lier aux tâches qu'on aura définies dans Jira, rattacher notre demande de modification. Ben on va pouvoir avoir un certain nombre d'automatismes qu'on va pouvoir personnaliser par branche. Donc on a assez souvent plusieurs branches de développement, une branche d'intégration, une branche pour là on va constituer le logiciel qui sera finalement réalisé, et donc on va pouvoir déclencher des contrôles automatiques qui ne seront pas forcément les mêmes selon les branches, et surtout des contrôles dans des approbations qui pas sur les branches de développement typiquement, mais qu'on fera peut-être plus systématiquement sur la branche d'intégration, comme on voit à ça suivant. Puis avant de passer au slide suivant, donc si vous voulez mentionner que sur chaque branche, donc on peut aussi contrôler qui peut faire les modifications, donc les développeurs sur une branche de développement, mais peut-être que l'intégrateur, tout le monde, les développeurs pouvant livrer sur la branche d'intégration, mais que l'intégrateur pouvant définir qu'est-ce qui sera réalisé. Alors, quelques petites captures d'écran pour montrer, donc là en haut à gauche déjà que quand on va faire un commit, donc on n'est pas dans deux environnements en silo, donc le commit dans Bitbucket se fait par rapport à des tâches Jira, là, ici la GCP 70, GCP 71, qui sont potentiellement liées à des demandes de modification. Et puis depuis, donc à gauche, là, ce qu'on voit en haut, c'est que donc depuis ma tâche, la GCP 70 en l'occurrence, je peux accéder très facilement. Donc là, je crois que à droite dans le petit cercle vert, donc accéder au commit lié à ma tâche, et puis d'aller voir le détail du code qui a été modifié pour ce commit. Donc tout ça de manière très très simple, donc ce qui permet de facilement contrôler en amont, et puis bon, on fera des cas aussi de voir a posteriori où est-ce qu'on a introduit un problème.
toujours dans le cadre de la maîtrise des modifications, donc le fait que voilà, quand on doit mettre en œuvre une modification, il y a un certain nombre d'activités, des définitions, des analyses d'impact, mettre en place des plans, donc des tâches là qui peuvent avoir été définies par la qualité. Donc on va pouvoir vraiment les mettre concrètement dans les workflows Jira, donc qui pourront inclure donc ces phases d'approbation, éventuellement de signature électronique. Et donc entre les remontées de problèmes, typiquement les bugs qui arriveraient pas via JSM, Jira Service Management, de voir là où les demandes de modification qui ont été mises en face pour traiter ce problème. Donc tout ça, ça sera donc sous forme de liens navigables. Donc un petit exemple de workflow de demande de modification, donc avec des phases donc de planification avec possibilité effectivement dans Jira d'avoir certains automatismes, donc de pouvoir par exemple à ma demande de modification rattacher un certain nombre de sous-tâches en phase planning pour demander aux différents intervenants de faire toutes les tâches préparatoires nécessaires, de pouvoir passer dans la phase authorize que si on a réalisé toutes ces tâches, etc., jusqu'à arriver au traitement complet de l'anomalie. Donc, on a évidemment travaillé dans un environnement collaboratif qui va permettre donc de distribuer les tâches à tout le monde et de savoir facilement comment ces tâches avancent. Comme je signalais précédemment, la possibilité, dans certaines étapes, d'introduire une signature électronique qui facilite notamment le travail à distance. Donc là, très souvent, en fait, on a des gens qui ont des formulaires Word avec des cases à cocher, des sections, etc. Tout ça, là, en fait, on peut le transformer sous forme de workflow avec des tâches qui sont déclenchées automatiquement. Et donc faciliter le suivi et la collaboration autour de ces tâches. Sur ce workflow général, donc on détaille la partie. Tu peux avancer, Stéphane. Oui. Donc en ce qui concerne la sous-partie mise en œuvre. Donc une fois que dans la phase amont on a approuvé la demande, il faut faire le développement, faire la modification dans le code. Et là, donc, on va pouvoir, dans Bitbucket, comme dans des outils analogues, donc déclencher sur chaque commit un certain nombre de traitements automatiques, de vérification de qualité de code, par exemple, des tests unitaires qui vont pouvoir déterminer si notre livraison de code est éligible potentiellement pour un déploiement, mais qu'on va évidemment pas faire de manière automatique. Ce qu'on va pouvoir faire, donc via l'intégration entre JSM, donc Jira Service Management et Bitbucket, c'est de pouvoir, par exemple, créer, donc si tous les tests automatiques sont passés avec succès, de créer un ticket fils de la demande de changement qui va nous permettre de gérer donc la phase d'approbation de cette évolution de logiciel et de pouvoir envisager un déploiement, une release de ce code une fois qu'on a fait les tâches d'approbation. Autre aspect intéressant, donc là qui vient dans l'aspect reporting. Donc le reporting, on peut l'avoir sous deux formes. C'est soit déjà dans Confluence d'avoir des pages qui sont mises à jour automatiquement via des requêtes, mais aussi donc la possibilité d'exporter ça hors de la plateforme Atlassian. Donc là ici on a un exemple d'une page où on liste toutes les demandes de changement.
Et là, dans la dernière colonne, le lien avec les problèmes qui ont présidé à ces demandes de changement. Justement, on en vient maintenant à la partie complémentaire. Donc, les demandes de changement, elles ne sont pas uniquement issues de problèmes, elles peuvent notamment venir pour résoudre des problèmes. Et donc là, on va mettre l'accent sur Jira Service Management, qu'on a déjà un petit peu évoqué, hein, qui est vraiment un outil très puissant et aussi qui a l'avantage d'être connecté à Jira Confluence Bitbucket, donc pour le traitement de vos développements logiciels. Donc là, la grande valeur ajoutée, c'est que donc quand on est dans le même environnement, donc il n'y a pas de coupure entre les activités des équipes support et ce que fait la R&D, donc les problèmes, les remontées de problèmes et les tâches qui sont mises en œuvre pour résoudre ces problèmes on pourra naviguer entre les deux dans un environnement collaboratif. On va pouvoir évidemment définir tous les workflows, les champs personnalisés pour traduire le processus, votre processus de gestion de problèmes. Voilà. Donc j'ai deux petites questions. Enfin, j'ai une question là votre logiciel est-elle estampillé, certifié, conforme ISO ISO 124. Donc ça va être la question de la de la validation de ce que l'on montre là. Hein. Et effectivement, aujourd'hui, à partir du moment où on s'appuie sur la suite Atlassian et que ça participe à la création du dossier technique, il va falloir la valider. Donc ça, c'est un service que l'on propose à nos clients. Alors, pour revenir à la présentation, donc à l'écran, donc on découvre un certain nombre d'interfaces donc de JSM, Jira Service Management, donc qui propose une interface web donc qui permet du coup à tous les gens à qui vous donnerez accès, même extérieur à votre organisation, de remonter des problèmes, donc vos clients par exemple, avec donc possibilité de personnaliser les informations que vous voulez leur demander, hein, sous forme de champ texte libre ou de libre. Voilà. Donc là, un exemple de formulaire d'anomalie avec un certain nombre de champs. On peut demander à renseigner l'impact sur un impact sur l'analyse de risque et donc déclencher éventuellement des activités liées à ça. Et puis donc un workflow, encore une fois, donc personnalisable. Donc là, on a mis 2-3 états, possibilité de rejeter ou de traiter les anomalies. Évidemment, c'est personnalisable selon votre souhait. Ce qui est intéressant dans le portail, ce qui est montré, hein, c'est que les licences sont gratuites pour les utilisateurs qui passent par le portail. Donc ça, c'est quand même un élément économique important. Et ils vont avoir la possibilité également aussi via le portail de suivre le traitement, je dirais, de l'anomalie. C'est une sorte de front-end, si vous voulez. Et puis derrière, on va avoir un back-end, c'est ce qu'on va vous montrer là, qui est plus effectivement quelque chose qui ressemble à vraiment très très fortement à Jira. Quoi. Voilà, donc on y retrouve effectivement toutes les fonctionnalités de Jira sur la personnalisation des champs, les définitions de workflow. Donc par rapport à ce que demande la norme, donc le fait là de mémoriser hein, tout ce qui est trait au rapport de problème, donc possibilité soit dans des pages Confluence ou dans des rapports de pouvoir synthétiser toutes ces informations
et puis de faire le lien entre voilà le problème, les demandes de modification mises en œuvre, éventuellement si ultérieurement la correction du problème a mis en œuvre d'autres problèmes, donc on va pouvoir aussi sous forme de liens navigables renseigner toutes ces dépendances. Un autre intérêt d'utiliser JSM pour faire tout ça, c'est qu'en natif, vous avez la possibilité de gérer un service level agreement et de réaffecter aussi les anomalies aux bonnes personnes en fonction du niveau de difficulté, c'est-à-dire en fonction du niveau de difficulté de transmettre à l'expert. Enfin, notion d'escalade. Notion d'escalade, pardon. Voilà, merci. Voilà, des notifications, des rappels pour les personnes qui seraient en retard pour un problème qui leur aurait été affecté. On a aussi possibilité, comme en plus du fait qu'on va gérer donc des objets Jira par derrière, donc possibilité de définir des rapports qui vont se mettre à jour donc automatiquement avec des vues graphiques, donc par exemple voir l'état par rapport à leur statut des différents problèmes en cours, avec possibilité aussi de voir des vues en tableau avec le détail des problèmes et puis des courbes de type tendance, là, comme on voit sur la droite, qui montrent comment évolue le nombre d'anomalies ouvertes, fermées, en cours. Et puis pour finir, donc un petit film que je te laisse commenter, Stéphane. On t'entend pas, Stéphane? Oui, très bien. Alors, ici, on a, comme pour l'étape précédente, on a en récapitulatif, finalement, une vidéo qui est récapitulative de la gestion de problèmes telle qu'a présenté François. Donc ici, typiquement, on a l'utilisateur qui se connecte, voilà, à Jira et puis il accède à un problème qui a été signalé. Donc soit par différents mécanismes. Ici, notamment, c'est un problème qui a été décelé lors des tests, puisque là, vous pouvez voir le cas de test et le test qui est associé. Bon, l'utilisateur, pour les tests, ici, il essaye dans un premier temps de rejeter le problème. Donc, on voit donc les contrôles qu'on a mis sur le ticket de type problème, voilà, il empêche à l'utilisateur de rejeter le problème sans le justifier. Là, pareil, s'il essaye de passer plutôt à l'étape done, les contrôles qu'on a mis, en tout cas on a mis un contrôle, on va dire qualité plutôt rigoureux, il oblige de fait à renseigner des champs obligatoires comme l'origine du problème, donc la cause du problème, à renseigner des champs tels que l'évaluation. Et une fois que tout cela est fait, justement, il peut donc passer son problème, il peut le piloter finalement, il peut le passer donc à l'état done. Pour rappel, on aurait pu mettre d'autres mécanismes de contrôle, on aurait pu intégrer plutôt de la signature électronique ou autre élément. Et là, le second aspect qu'on montre, c'est tout simplement la matrice de traçabilité, ce qui d'ailleurs pourrait contribuer aussi à faire une analyse d'impact, dans la matrice de traçabilité qui montrait la traçabilité finalement entre l'exigence, le bug et les dernières images dont François a parlé tout à l'heure justement, où on peut voir le registre des anomalies et les graphiques qui permettent justement de les traquer. Ici, on a justement les problèmes qui ont été signalés et ils sont rangés en fonction de l'état finalement. Donc, on voit bien qu'il y en a qui sont en draft, il y en a qui sont done, et etc. Étant donné justement que là, on a affaire à une page Confluence, on peut justement exploiter un plugin tel que DMC. Et en tout cas, on peut utiliser DMC, ses atouts justement, pour gérer la page Confluence. Donc, c'est-à-dire, on peut par exemple y appliquer une signature électronique, on peut la rendre éditable, on peut la gérer en draft. Et puis ici, pour compléter la vidéo, ce qu'on fait, c'est tout simplement vous montrer qu'on a, pour ceux qui voudraient éventuellement faire un export de la documentation, on a la possibilité très facilement d'exporter la page Confluence, voilà,
et au format Word ou PDF, avant ou après signature, donc dépendant de l'utilisation que vous en avez. Et bien sûr, c'est tout le temps, en fait, la même chose, ce sont des liens navigables. Donc là, depuis le PDF, on a réussi à réaccéder. Bon, bien évidemment, parce l'utilisateur est connecté, on a réussi à accéder à l'exigence qui était, ou alors au problème, pardon, qui était rattaché. Très bien. Offre de formation ADN. C'est notre offre de manière générale. Donc, bon, ce qu'on vous a présenté là, c'est vraiment notre philosophie en termes de conduite du changement. C'est au lieu de vous conseiller un produit, ou une suite que vous n'avez pas, ok. C'est vraiment de vous aider à tirer le meilleur parti de ce que vous avez déjà. Voilà. Et la plupart des gens là, qui assistent au webinaire, ils sont déjà utilisateurs de Jira, un petit peu de Confluence. Bon, JSM, on l'a vu, là, c'est un peu moins répandu. Mais en fait, dans la suite, vous avez la possibilité vraiment d'avoir une continuité numérique, une intégration facile pour décloisonner de la R&D, de la qualité et du réglementaire. Ça va passer bien évidemment par la validation du système. Donc on a souvent comme vous le savez, Atlassian est très axé sur une approche cloud. Ils forcent tous leurs clients à basculer dans le cloud. Donc nous, on sait comment valider en environnement cloud. Donc comment on fonctionne. Donc généralement, il y a une phase dite de diagnostic. Et un petit peu comme quand vous allez chez votre médecin, il y a d'abord un diagnostic et ensuite il vous fait une prescription. Nous, c'est un peu la même chose. Donc on a une phase, je dirais, amont du diagnostic pour évaluer, je dirais, vos process, comment vous fonctionnez aujourd'hui, ce qui va pas. Okay. Puis ensuite, on a une phase de prescription. Et dans cette phase de prescription, on va vous proposer de l'intégration pour développer un process de qualité, de design control. Là, cette fois-ci, on n'a pas fait grand-chose sur les requirements, mais ça pourrait être sur tous les points qu'on a pu voir là. Et dans la conduite du changement, évidemment, il y a aussi toute la formation sur Jira, Confluence, JSM, etc. Voilà, un petit peu. Et ça permet aux gens de décloisonner les métiers assez facilement et à un coût abordable. Parce que c'est aussi ça l'intérêt de rester dans l'environnement Atlassian. C'est de rester quand même dans des coûts qui sont abordables. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.